Bonjour à tous. Donc, je vais tenter rapidement de vous livrer un petit peu mon analyse personnelle sur la situation de l'agriculture aujourd'hui. Et pour ce faire, je pense qu'il faut qu'on remonte mais très très rapidement en matière d'histoire à la mise en place de la politique agricole commune, en vous rappelant qu'elle avait comme pour principaux objectifs l'augmentation de la productivité de l'agriculture, tout en assurant un niveau de vie correct au monde agricole. Et puis le deuxième grand objectif était de sécuriser l'agroalimentaire de l'Europe à des prix raisonnables. Alors je pense qu'on peut faire le constat aujourd'hui que les agriculteurs ont largement répondu à ces objectifs. La France est devenue exportateur net de produits agricoles. La qualité des produits alimentaires n'a cessé de progresser et la part de l'alimentation dans le budget des ménages n'a jamais été aussi faible. J'ai tendance à considérer malgré tout que les grands perdants dans cette affaire sont les agriculteurs, puisque alors qu'ils ont réalisé des gains de productivité énormes, qu'ils n'ont eu de cesse de s'adapter aux enjeux, un grand nombre d'entre eux ne tirent pas un revenu décent de leur activité aujourd'hui. Pourtant, à mon sens, il y aurait peu à faire pour qu'on y arrive, pour qu'on trouve des solutions. Je vais simplement vous donner un exemple par rapport au prix du blé, parce que moi, ça me paraît suffisamment emblématique. Donc, alors, je vais être un tout petit peu simpliste, mais c'est pour que les chiffres soient parlants. Grosso modo, avec du blé à 130 €, le prix de la matière première représente 4% du prix de la baguette, considérant qu'une baguette est en moyenne à 1 €. Si le blé était à 160 €, donc un différentiel de 30 € qui permettent de couvrir les coûts de production de l'agriculteur, on engendrerait une augmentation du prix de la baguette de 1 centime. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver la solution pour y arriver. Alors je ne vais pas vous reprendre ça pour d'autres produits, mais je pense que le raisonnement vaut pour un grand nombre de produits transformés. Et pour moi, je reste persuadé qu'on doit pouvoir trouver une solution pour que l'agriculteur puisse avoir des prix rémunérateurs. L'autre problème qu'on observe dans le monde agricole aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une remise en cause de plus en plus systématique, parfois violente, des pratiques agricoles dans la plus grande incompréhension. Pourtant, j'ai tendance aussi à penser que les méthodes de production en cours, les systèmes de production qui ont été développés par le monde agricole, ils n'ont été mis en place que pour répondre à des attentes de marché, au moins à une certaine époque. Aujourd'hui, face à ça, on a un certain nombre de nos collègues agriculteurs qui se sentent perdus, qui n'ont plus de repères, qui ne savent plus ce qu'on attend d'eux, à la fois des prix bas, de la qualité, de la protection de l'environnement, de la sécurité alimentaire, voire d'aller sur des marchés export. Tout ça, c'est pas limpide, c'est clair pour personne. Et moi, la question que je me pose, c'est comment on peut avoir des perspectives de développement dans ces conditions, comment simplement pouvoir exercer son activité d'agriculteur, monter des projets. Alors après, tout n'est pas noir dans le tableau, malgré tout. Je pense qu'on peut rester optimiste, parce que quand on se place du côté des consommateurs, la majorité d'entre eux, malgré tout, font confiance encore au monde agricole. Et puis surtout, un grand nombre d'entre eux se disent prêts à payer un petit peu plus cher les produits afin d'assurer un revenu décent aux agriculteurs. Donc je pense qu'il faut qu'on sache rebondir là-dessus et que tous ensemble on trouve des solutions. Pour moi, la situation, elle n'est pas irrémédiable. Et je pense qu'il est grand temps aussi qu'on se mette tous autour de la table. Et à mon sens, les états généraux de l'alimentation tombent à pic, afin de trouver des solutions qui permettent d'intégrer de manière pérenne les coûts de production du monde agricole dans la construction des prix alimentaires. Alors les consommateurs, effectivement, sont particulièrement attentifs à leur alimentation. Même si la part dans leur budget a diminué ces dernières années, je pense qu'elle a atteint maintenant un plancher et ils ont fait part d'un certain nombre d'exigences dans un contexte quand même de surconsommation. On a à disposition beaucoup de produits, je ne parle pas que de l'alimentation bien sûr, dans un contexte malheureusement d'opacité également. On ne sait pas trop comment les prix sont formés, donc on a des doutes sur certaines qualités des produits, donc cette opacité, elle crée un petit climat je dirais d'angoisse ou d'incertitude. Il faut avant tout effectivement développer une consommation de masse. On a besoin de se nourrir au quotidien, donc il faut pouvoir alimenter le marché avec des quantités suffisantes de produits. Mais également, on doit répondre à une demande de segmentation. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus
de consommateurs qui sont devenus consommateurs dans le sens d'une consommation plus responsable et qui ont des exigences de qualité supplémentaires, des exigences fortes sur la santé. À ce sujet, d'ailleurs, nous avions organisé une grande consultation il y a maintenant 2 ans, où la préoccupation numéro 1 reste la santé. En numéro 3, il y a l'alimentation, bien sûr, et en numéro 5, l'environnement. Et en ce qui concerne l'alimentation, la première préoccupation des consommateurs, et c'était des consommateurs bourguignons qui avaient répondu à cette enquête, répondait à 79% la traçabilité des aliments. Donc il y a vraiment une grosse préoccupation. Et en termes donc de quantité, nos exigences, c'est effectivement dans ce contexte de surproduction, c'est de limiter le gaspillage. Malheureusement, les chiffres sont trop importants. À notre niveau USC Que Choisir, nous sommes intervenus sur des questions juridiques, de bonne gestion du frigo des consommateurs par des dates limites. Au niveau quantité, il y a quelque chose qui nous interpelle, c'est que nous sommes dans l'incapacité de satisfaire la demande en produits bio, sans OGM, ou même de production locale. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on en importe beaucoup, plus d'un quart en France. Et ça, cette quantité, nous pensons qu'il est possible d'en produire plus, et surtout à l'échelon local. La plus forte exigence, c'est effectivement aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une exigence de sécurité santé, alimentation santé, durabilité. On la retrouve au niveau de la sécurité même de l'aliment dans sa composition, y compris l'eau, bien sûr, mais également sous l'angle de l'information nutritionnelle. On demande à ce que les messages soient clairs et bien orientés en la matière. Mais quels sont justement, suite, vous avez participé à l'atelier numéro 8 consacré à la santé, donc justement, qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à ce que vous dites? Quelles sont les pistes qui peuvent se concrétiser? Sur l'atelier numéro 8, qui traite des questions de santé, effectivement, auquel je participe à Paris, on n'a pas de conclusion puisqu'on n'est qu'au stade de la première réunion, qui est celle du diagnostic. Et ce dont je vous fais part, c'est effectivement, ce qu'on va certainement retrouver dans d'autres analyses, c'est cette préoccupation, cette composante d'avoir une alimentation saine au juste prix. Et ça, c'est pour nous, et il y a longtemps qu'on le met en avant, c'est d'ailleurs ce que j'ai traduit dans ce diagnostic. Donc nous attendons, évidemment, il y a 4 ou 5 réunions encore avant de sortir des propositions livrables, comme on dit dans ce genre d'exercice. Pour nous, en matière de nutrition santé, dans le cadre de ces états généraux de l'alimentation, nous demandons la généralisation de l'affichage nutritionnel de type Nutri-Score. Alors je sais que il est loin de faire l'unanimité, mais il a été autorisé par le gouvernement de pouvoir afficher. Alors ça ne veut pas dire que quand il est rouge, on interdit aux consommateurs d'acheter. Par contre, on attire leur attention sur, là aussi, une certaine prudence en matière de consommation sur la quantité, par exemple, d'un produit trop gras, trop salé ou trop sucré. Nous avons demandé également la limitation assez forte de l'usage des antibiotiques en élevage, la limitation de l'utilisation des perturbateurs, enfin de toutes sortes de substances chimiques, dont des perturbateurs endocriniens, et bien sûr, et également, c'est plus récent, l'ajout de nanoparticules. Il y a un certain nombre d'additifs que l'on retrouve dans l'alimentation, mais dans les produits transformés, je ne parle pas des produits bruts, qui permettent leur conservation est présent sous ces formes-là. Et enfin, nous avons demandé également à ce qu'on moralise le marketing en direction des enfants, puisqu'on a l'impression que les messages sont un petit peu biaisés
dans leur direction. Nous avons une exigence forte en matière de la qualité de l'eau. À l'UFC Que Choisir, c'est longtemps qu'on intervient. On en a déjà débattu avec le président. Alors, c'est toujours dans une optique de mieux appliquer effectivement les principes pollueur, préleveur, payeur. Mais c'est surtout également dans le but de développer des actions préventives très en amont, parce qu'on sait qu'elles coûtent nettement moins cher que le curatif qu'on s'emploie actuellement à nous proposer. En matière de traçabilité, nous avons déjà engagé, sur les origines, l'origine notamment des viandes, nous avons déjà engagé en lien avec la profession des actions. Ça s'est traduit il y a 2 ans au Salon de l'Agriculture par une pétition qui était commune pour exiger que soit affichée l'origine des viandes dans les produits transformés, ainsi que dans le lait. Cet étiquetage nous a été autorisé par la Commission à titre expérimental pendant 2 ans. Donc il nous faut maintenant obtenir sa généralisation et surtout sa pérennité. Nous avons des observations également à faire au niveau des appellations d'origine, enfin, tout ce qui est signe de qualité, qui devrait être garant justement d'un apport qualitatif. Or, pas plus tard que ce mois-ci, dans notre journal, la revue Que Choisir, nous alertons sur la qualité ou la faible qualité des appellations d'origine protégée fromagère, et surtout celles produites par le monde industriel par rapport aux fabrications artisanales. Donc nous souhaitons, là aussi, que ça évolue vers plus de prise en charge, notamment plus d'engagement sur les modes de production dans ces AOP. Ce qui n'est pas le cas, y compris d'ailleurs dans nos appellations viticoles en Côte d'Or. Sur le bien-être animal, ou est-ce qu'on doit manger moins de viande ou être plus vegan, comme on dit aujourd'hui, on n'a pas de position clairement affichée, et nous attendons bien entendu là aussi que le marché nous propose des choses raisonnables, ce qui me permet de faire la transition évidemment sur nos exigences en matière de prix. Manger une alimentation de qualité au juste prix, donc pour nous c'est essentiel, et les consommateurs souvent payent sans comprendre ce qu'il y a derrière le prix, et c'est aujourd'hui, il y a une exigence effectivement de transparence, et nous souhaitons engager, que s'engagent des débats sur ces questions-là, pour que la formation du prix et des marges dans les magasins, notamment au stade de la distribution, mais également à tous les maillons, soit un peu plus transparente. On vient de le démontrer sur les produits bio. Les consommateurs qui achètent, eh bien, sont quelque part victimes d'un décalage économique qui est insupportable, puisque on a démontré que les marges sur les produits bio, faites par la grande distribution, étaient le double de celles des produits conventionnels. Donc c'est pas normal. Quand on veut démocratiser une production de cette nature-là, il n'y a pas de raison qu'on la paye beaucoup plus cher. Et ça me permet de terminer sur un autre point qui m'est cher, c'est ce qu'on appelle plus généralement quelque chose qu'on ne prend pas en compte dans nos débats économiques, c'est les coûts cachés. Chaque fois que le consommateur se détourne d'une production parce qu'il perd confiance dans la qualité des produits, eh bien, il se détourne et au lieu de boire de l'eau du robinet, il achète de l'eau en bouteille. Cette eau en bouteille, elle est produite souvent très loin avec des déchets, et ses coûts, l'office Onema a chiffré ses coûts à 200 à 300 euros. Et la question que l'on peut poser, la proposition que l'on peut faire, c'est de dire, est-ce que ces 200 à 300 euros, nous ne pourrions pas les investir localement pour produire de l'eau locale de qualité? Et donc ça suppose
comme dans les zones où on produit cette eau de source, que les agriculteurs, évidemment, s'engagent contractuellement à améliorer très nettement leurs pratiques. Beaucoup de questions, il faudra répondre, on essaiera d'y répondre. Justement, au niveau donc, des consommateurs, on peut peut-être voir un petit peu quelles sont les évolutions du niveau de confiance des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires et aussi l'évolution des modes de consommation des produits alimentaires, Monsieur Barthes. Oui, alors peut-être. Enfin, alors déjà, on s'inscrit par rapport à la confiance dans un contexte un peu de confiance paradoxale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fait plus confiance à son commerçant, ou on va douter de lui. Et pourquoi je dis que c'est paradoxal? Parce qu'on va faire confiance à des avis de consommateurs qu'on ne connaît pas. Et je vous renvoie sur TripAdvisor, hein, qui est aujourd'hui l'exemple le plus parlant, où les gens vont réserver leur chambre d'hôtel en fonction d'avis donnés par des consommateurs qu'ils ne rencontreront jamais. Hein. Donc il y a ce phénomène qui est quand même aujourd'hui à prendre en compte. On voit aussi arriver, puis ça a été dit précédemment, la remise en cause d'un certain nombre de produits finis industriels, c'est-à-dire que les gens veulent de la proximité, ils veulent des produits qui ont une histoire. Donc une histoire, c'est une AOP, c'est aussi je connais le producteur, le distributeur chez qui je vais acheter mon produit est capable de m'expliquer l'origine du produit, me raconter peut-être le système d'élevage, hein, si on prend par exemple le cas des bovins. Donc ça, il y a des attentes assez fortes en termes de transparence à ce niveau-là, en termes d'information. Ça a été dit aussi, le terme de consommateur. Consommateur, c'est qu'on passe aujourd'hui à une consommation active, notamment parce qu'il y a des arbitrages qui se font. On est plutôt aujourd'hui dans une tendance de déconsommation aussi. Hein. Alors, c'est pas la décroissance, la déconsommation, mais la déconsommation, c'est je vais acheter moins mais mieux. Voilà, je peux acheter de la viande tous les jours, mais je vais en acheter peut-être moins souvent, et je suis capable de la payer plus cher parce que le produit est qualitatif. Pour moi, ça a du sens. La déconsommation aussi, enfin, quand on parle de l'évolution des modes de consommation, il faut avoir à l'esprit que le pouvoir d'achat des Français, alors on ne va pas débattre hein, de si 7 ans se réduit, etc., mais tous les mois, les Français mettent, enfin une famille hein, avec 2 parents, 2 ados, vont dépenser à peu près 100 € par mois dans tout ce qui concerne Internet. Box à domicile, abonnement téléphonique, etc. Donc c'est autant de consommation qui disparaît. C'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution de cette consommation avec les discours autour de la nutrition, de la santé, bien, il est évident que plus l'évolution des modes de vie, hein, où on prend moins le temps de préparer un certain nombre de plats, on veut des choses plus faciles à préparer, bien, tout ça peut expliquer qu'une partie des consommateurs se détournent de circuits un peu traditionnels. Après, sur tout ce qui concerne la consommation, notamment les produits alimentaires, il s'est passé beaucoup de choses cet été dans le monde de la distribution, et on voit arriver ce qu'on appelle les pure players, hein, donc Amazon, Alibaba qui est son concurrent chinois, et Google aussi, qui arrivent de manière très forte. Hein. Ils vont arriver de manière massive dans la distribution de produits alimentaires, puisqu'Amazon a racheté Whole Foods, qui est une chaîne. Donc c'est 400 magasins aux États-Unis qu'Amazon a acheté cet été pour près de 14 milliards de dollars. Et c'est une chaîne de magasins. Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon s'est construit sur le prix. Hein, le plus bas prix, où je suis capable de fournir des produits rapidement dans des conditions économiques très favorables pour le consommateur. Whole Foods, c'est l'inverse. Ce sont des magasins bio, très qualitatifs, très scénarisés, très théâtralisés, avec des prix assez élevés. Alors Amazon annonce qu'ils vont tordre peut-être le modèle économique de Whole Foods, mais on voit arriver Amazon sur l'alimentaire. On voit arriver Alibaba, qui est son concurrent chinois, et qui lui vient d'ouvrir pareil un hypermarché alimentaire en Chine. Lequel hypermarché lui sert de base logistique pour livrer des clients en e-commerce à 1 km à la ronde. D'accord ? Donc on voit arriver ces acteurs de l'Internet qui arrivent de manière massive dans la distribution, et puis Amazon teste aussi Amazon Fresh, qui est son service de distribution de produits alimentaires aux États-Unis. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consommateur, il va toujours être intéressé par les produits alimentaires, parce que ne serait-ce parce qu'on a besoin de tous les jours, nous avons besoin de nous nourrir, mais que par contre les circuits de distribution vont sûrement bouger. Le consommateur, il va chercher de vraies histoires, il va chercher, je dirais, puis on en parlera tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais il va vouloir comprendre d'où vient le produit, comment il est fabriqué. Il va chercher aussi peut-être une démarche citoyenne, de dire je vais peut-être acheter chez Amazon, mais parce qu'Amazon se fournit en proximité. Hein, on a ce décalage aussi où on voit des plateformes
de ce type-là qui font énormément de chiffre d'affaires, mais où les gens s'interrogent sur l'ancrage sociétal et citoyen de ces entreprises. Eh bien, c'est peut-être par le biais de rachats d'entreprises physiques qu'ils vont arriver à le faire. Donc c'est vrai qu'on voit arriver aujourd'hui dans l'alimentation, qui était peut-être assez protégé jusqu'à présent, parce que l'alimentation, faire de la livraison, c'est un vrai métier, quoi. Ça ne s'improvise pas. Il y a eu des tests, moi je me souviens, fin des années 80, début des années 90 sur Paris, où les premières plateformes de e-commerce sont arrivées sur Minitel. Les seules qui ont résisté à l'époque, c'était celles qui étaient portées par des groupes de distribution traditionnels, tout simplement parce qu'ils se servaient des supermarchés comme base de logistique de proximité. Donc c'est vrai que sur l'alimentaire, on a cette contrainte de la distance, de la fraîcheur des produits, mais avec des attentes fortes des consommateurs, et des consommateurs qui seront sûrement capables, alors là, ce sont plutôt des signaux faibles, on n'est pas sur la consommation de masse, mais peut-être de mettre un peu plus cher dans le produit parce que ça fait sens, parce que ça s'inscrit dans une démarche citoyenne, parce qu'on leur garantit l'origine du produit, et je dirais que la conscience aussi environnementale, l'empreinte carbone, le fait qu'on nous incite de plus en plus en ville à moins utiliser nos voitures, bien fait qu'on va retrouver un intérêt pour la proximité, puis on va chercher aussi des produits qui eux-mêmes sont fabriqués, sont réalisés en proximité. Et juste pour terminer, on voit bien de toute façon que l'intérêt qu'ont les groupes de distribution pour les formats d'ultra proximité, pour être au plus près des clients, parce que les clients aujourd'hui ils disent oui, moi j'habite à Dijon, j'habite à Lyon, j'habite à Paris, j'ai plus forcément de voiture parce que je vais la louer, parce que je vais prendre des transports en commun, et donc du coup il faut qu'on se rapproche au maximum du consommateur. D'accord, bon, gardez le